Les jours passent et la question reste la même. Un compromis autour de budget est-il encore possible? Possible, on ne sait pas, mais souhaiter, c'est de plus en plus évident. Par exemple, du côté des Républicains, on insiste, il est primordial de parvenir à un accord. Moi, j'y crois totalement, pour une simple et bonne raison, c'est que vous savez, la Constitution nous a donné des outils pour voter le budget quand on est dans une situation un peu exceptionnelle. Il y a deux outils, les ordonnances ou la loi spéciale. Aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit, il ne veut pas d'ordonnance et il est plutôt sur une loi spéciale. Sauf que la loi spéciale, je le répète, on l'a eu en 2025, c'était en fait 2 mois de discussion en janvier et en février, c'est très coûteux, c'est 12 milliards d'euros. Et aujourd'hui, personne n'a intérêt en fait à ne pas voter le budget. Hier, dans le journal Le Parisien, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ne cachait pas ses inquiétudes. Tout est encore possible, mais tout peut dérailler, ça peut mal se terminer. Il y a un risque. Des inquiétudes qu'on partage même dans les rangs de la majorité. Sans projet de loi de finances de la sécurité sociale de voter, le déficit de la sécurité sociale atteindrait 30 milliards d'euros l'année prochaine. Pour donner un deuxième chiffre, ce déficit... L'objectif du gouvernement, c'était 17 milliards. Donc on aurait 30 milliards. On aurait 30 milliards de déficit l'année prochaine. Rappelons-nous que le déficit était de 15 milliards en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans projet de loi de finances de la sécurité sociale de voter, le déficit de la Sécu aurait doublerait en 2 ans. C'est absolument colossal. Il n'y a pas de plan B. La secrétaire générale de la CFDT réclame elle aussi un compromis sur le budget et la perspective d'une potentielle dissolution de l'Assemblée en cas d'échec. Marie-Lise Léon ne préfère pas l'envisager. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il puisse y avoir un compromis. Il faut que déjà l'étape du budget de la sécurité sociale passe, puisqu'après, il y a le budget de l'État qui va devoir être discuté, et que un nouveau chaos politique avec la perspective d'une nouvelle dissolution, je pense que c'est terrible. On n'a absolument pas besoin de ça dans la période. Prochaines échéances, le 9 décembre, l'Assemblée nationale votera à nouveau le budget de la sécurité sociale. Et le 15 décembre, ce sont les sénateurs qui se prononceront pour la première fois sur le projet de loi de finances. Et on va en parler avec vous, Mathieu Souquier. Bonjour, merci d'être là. Yves Tréhard avec nous comme tous les lundis. Merci également d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On le voit, Sébastien Lecornu qui reprend donc son bâton de pèlerin cette semaine. Il reçoit notamment les socialistes aujourd'hui. Il va recevoir également d'autres parlementaires, les partenaires sociaux. Demain, il sera à l'Assemblée, encore une fois, dans la discussion générale sur le budget de la sécurité sociale. Est-ce qu'il peut réussir son pari ou pas, Yves ? On va pas insulter l'avenir, donc on le souhaite. Enfin, en tous les cas, je pense que c'est souhaitable, parce que sinon on va au fil droit vers une nouvelle crise politique. Je sais pas, parce que nous sommes en crise politique depuis pas mal de temps. Donc on va laisser ces négociations se faire, mais sur quel budget? Pourquoi? C'est ça l'intérêt aussi, c'est de savoir sur quel texte on débouche. Est-ce que c'est un texte qui coûte cher, ou c'est un texte qui fait faire des économies? C'est tout le sujet. Et il en va de même d'ailleurs pour le budget général, pour le budget de l'État. Donc on va voir. J'ai pas d'idée préconçue, si vous voulez, sur ce qui pourra déboucher. Moi, je pense qu'il peut évidemment arriver à un compromis, mais à ce moment-là, il va être obligé de lâcher sur beaucoup de chapitres, et à ce moment-là, ce sera un très mauvais budget. Ouais, un budget qui ne satisfait personne. Est-ce qu'il peut trouver un budget au moins qui concilie les volontés de la droite et de la gauche? Ce qui est un peu lunaire, c'est qu'on a une majorité d'acteurs qui appellent au compromis au nom de la stabilité politique. Donc, à l'exception de la France Insoumise et du Rassemblement National... Ce qui est pas mal déjà. Certes, mais ça ne fait pas une majorité. Et donc, on a apparemment, en tout cas si on croit ce qu'ils disent, toutes les autres forces politiques qui appellent à un compromis, à une stabilité. Et donc, ce qui est lunaire, c'est le décalage entre l'appel au compromis et la réalité de ce compromis qui ne vient pas. Ou qui s'établit article par article, amendement par amendement, au gré d'unions, d'alliances totalement baroques, totalement contre nature et totalement incohérente. Et donc là, effectivement, on a un vrai sujet avec ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une voie de passage pour Sébastien Lecornu, je ne sais pas s'il y croit encore, si tout ce qu'on entend relève de la méthode Coué ou d'autres choses, de calculs, voire même de discussions en coulisses qui se poursuivent et qui sont censées aboutir. Sébastien Lecornu s'était donné pour mission, non pas de durer, mais en tout état de cause, de donner un budget à la France, quitte à chuter derrière. On voit bien que ce qui pourrait se passer relèverait de l'inverse en réalité. On ne trouve pas de majorité pour faire adopter un budget, mais on voit bien qu'il n'y aura pas a priori de majorité non plus pour faire chuter le gouvernement, parce que
la menace de la censure avec laquelle on a vécu pendant des mois, et donc avec derrière la menace de la censure, le risque ou la perspective d'une dissolution, d'une nouvelle dissolution, ça pour le coup, notez qu'on n'en parle plus du tout depuis quelques semaines. Et si on réévoque même la possibilité du 49-3 que Sébastien Lecornu, dont Sébastien Lecornu avait mis la suppression en fait dans la balance pour concilier notamment avec le Parti socialiste, c'est le Parti socialiste désormais qui réévoque l'idée d'un 49-3. Le 49-3 pouvant arranger tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas question dans ces conditions de faire adopter un budget, mais dans le même temps, il n'est pas question non plus de faire chuter le gouvernement. Donc on pourrait se retrouver avec une situation politique qui n'était pas celle envisagée jusqu'à présent, c'est-à-dire pas de budget voté, mais pas de censure votée non plus, donc du coup, effectivement, un État qui continue à fonctionner... Et le gouvernement qui multiplie, je vous redonne tout de suite la parole, il dit juste le gouvernement qui multiplie les appels au compromis. C'est le cas encore ce matin du ministre de l'économie, Roland Lescure. Chacun doit prendre ses responsabilités et effectivement négocier de manière à trouver un compromis. Si vous dites 49-3, au fond, vous déresponsabilisez tout le monde. Donc pas de 49-3, on est tous responsables, on fait tous des pas les uns vers les autres qui permettent in fine de faire du compromis. Ça se fait dans tous les pays du monde et moi je suis intimement persuadé aujourd'hui, parce qu'il y a une majorité de députés qui le veulent, que c'est possible. C'est possible, c'est aussi ce que nous disait Jean-François Husson, le rapporteur LR. Tout ça, c'est du sauf qui peut. Chacun sauve sa peau là, dans cette histoire. Parce que personne n'a intérêt à la dissolution en dehors de LFI et du Rassemblement national. Donc, d'accord, mais parce qu'ils savent que de toute manière, ils ont beaucoup à perdre les uns les autres. Le gouvernement, il a à perdre évidemment, puisqu'il chuterait. Les partis du bloc central. Si jamais il y avait une dissolution, ils partiraient en charpie. C'est pareil pour LR, c'est pareil pour le PS. Ce ne sont que des perdants. Parce que moi, je veux bien ils arrivent à se mettre d'accord tous ensemble, mais ils se mettent d'accord à la mesure des intérêts de chacun. Donc de toute manière, ça va être très difficile pour eux de trouver un accord. Et si d'aventure ils s'exposent à une censure, si cette censure est suivie des faits, parce que c'est pas sûr, hein, et que cette censure se conclut par une dissolution, mais je vous raconte pas le coup de tonnerre qu'il y a dans la classe politique française où on rebat les cartes complètement. Donc on est dans une situation qui est quand même assez particulière, où je crois que de toute manière, une chose qu'on oublie, c'est qu'il peut très bien y avoir une loi spéciale qui nous renvoie au début de l'année prochaine, et puis début de l'année prochaine, il y a les municipales, donc on essaye d'enjamber tout ça. Enfin bon, l'avenir est très incertain. Et on observe, le spectacle auquel on assiste est à la fois inintéressant et incompréhensible. C'est-à-dire qu'on a donc un appel au compromis qui vient d'à peu près tout le monde, et on a eu, en tout cas pour ce qui était de la première lecture, on a eu un budget qui a été voté par un député, c'est-à-dire qui a fait donc l'unanimité contre lui ou à peu près, et y compris le socle commun ou l'ex-socle commun qui est quand même censé être en appui du Premier ministre, qui n'est pas au rendez-vous. Donc il y a quand même un spectacle d'immaturité politique, voire d'irresponsabilité politique, qui est relativement inédit. Et encore une fois, on observe des sondages à peu près tous les jours qui nous disent une chose: l'antiparlementarisme progresse, ou en tout cas l'image du Parlement se dégrade comme jamais, et qui tire les marrons du feu? Jordan Bardella, dont l'extrême droite en général et Jordan Bardella en particulier, qui est confirmé à chaque sondage comme le grand favori de tous les prochains scrutins. Et que vont faire les Républicains qui détiennent l'une des clés de ce compromis? On va voir ce qu'en dit Valérie Pécresse, elle était ce matin sur TF1. Un compromis, oui, de la compromission, non. Un budget, oui, mais pas un budget à tout prix. Un budget qui détricoterait toutes nos politiques sociales, un budget qui taxerait tout ce qui marche dans notre pays. Voilà, un compromis, oui, mais pas à n'importe quel prix. Oui, c'est à l'aune des intérêts de chacun, de toute manière. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas un compromis à n'importe quel prix. Mais est-ce que le plus dur pour Sébastien Lecornu, finalement, c'est de convaincre le bloc central, l'ex-socle commun? C'est de convaincre tout le monde. S'il convainc les socialistes, il ne convainc plus le bloc central. S'il convainc le bloc central, il ne convainc plus les socialistes. Enfin, c'est une histoire de fou, si vous voulez. Il n'y a pas de... Sincèrement, de toute manière, ça sera un mauvais budget.
Est-ce qu'il peut réutiliser le 49.3 ? Hier, dans le Parisien, Boris Vallaud ne semblait pas complètement fermer la porte à cette idée. Il peut très bien revenir avec le 49.3 une fois qu'il l'aura décidé dans la coulisse avec le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, comme l'a dit Mathieu, n'a pas l'air complètement hostile à cette hypothèse-là. C'est ce qu'on comprend hier dans l'interview de Boris Vallaud, et d'autres l'ont dit de façon plus mezzo voce par le passé. Je ne fais pas de politique, mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi un compromis ne se trouve pas sur la base du budget de l'année dernière, qui avait été négocié par François Bayrou, alors avec la promesse d'un conclave sur les retraites. Là, par définition, on a changé d'époque sur la question des retraites. Et donc, le deal avec Sébastien Lecornu, c'était bien l'abrogation ou la suspension de la réforme. Mais j'avoue que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le budget 2025, assorti de la suppression de la réforme des retraites, n'est pas la base consensuelle sur laquelle tout le monde pourrait s'entendre. Donc effectivement, on a une classe politique qui va être tentée de revenir sur la promesse, entre guillemets, faite par Sébastien Lecornu de ne pas recourir au 49.3 sur demande du Parti Socialiste pour franchir la haie et avoir un budget. Mais encore une fois, on ne sait de toute façon pas quel budget sera adopté, ni avec quelle procédure malgré tout. On est aujourd'hui totalement perdu. Et on suivra donc les débats budgétaires qui se poursuivent au Sénat sur le budget de l'État, qui reprennent demain à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale. Autre thème de ce débat, on va reparler du Sénat qui a rendu un rapport sur la lutte contre l'entrisme islamiste. Parmi les propositions, interdire le voile ainsi que le jeûne pour les moins de 16 ans. On va écouter ce qu'en pense le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était hier sur BFM. Je viens sur le voile. Interdire le voile pour les mineurs dans l'espace public. Je viens sur le voile. Vous n'y êtes pas favorable. Comme sur l'interdiction, d'ailleurs, du jeûne, l'interdiction du ramadan pour les moins de 16 ans. Je viens sur ces deux mesures. Attention, ce qu'on vise, c'est des structures, ce sont des individus qui portent un discours d'entrisme islamiste qui vise à terme à faire en sorte que la loi religieuse s'impose aux lois de la République. C'est ça qu'on vise. Mais il ne faut pas oublier que l'entrisme, je vous le redis, on n'est pas dans la radicalisation violente, on n'est pas dans des discours de haine, d'appel à la discrimination. Donc on est sur un sujet qui, politiquement, est bien plus sensible. On se rapproche pas mal du délit d'opinion, hein, donc il faut qu'on soit extrêmement prudent. Que pensez-vous de la position du ministre de l'Intérieur, Yves ? Il marche sur des œufs, évidemment, oui, c'est ce qu'il vous dit. Non, il faut savoir ce qui est réalisable ou pas. Interdire le voile sur la voie publique pour les moins de 16 ans, paraît compliqué. Si vous voulez, le problème, c'est qu'on se réveille beaucoup trop tard. Il aurait fallu prendre le sujet il y a 30 ans. Le sujet, il y a 30 ans, était sur la table avec l'affaire du voile de Creil, où la France a mis 15 ans à savoir ce qu'elle voulait, à faire respecter la laïcité, et elle a montré sa faiblesse, et depuis qu'elle a montré sa faiblesse, eh bien, ceux qui sont, les islamistes, jouent avec ça, et font de la provocation, du militantisme, et depuis, on est perdu, parce que, en plus, ils sont soutenus par des forces politiques qui s'en servent comme matériel électoral, et font les idiots utiles. Donc voilà, on en est là. On agit beaucoup trop tard. Je trouve que ceux qui sont un peu perdus, ce sont en l'occurrence les sénateurs. Alors, c'est un vrai débat en fait politique ou de société, de fond, qui n'a rien de médiocre en fait. Et Laurent Wauquiez, la place qu'on fait aux religions en général, et par ailleurs la lutte contre un fondamentalisme religieux particulier, mais là je trouve qu'on confond totalement la volonté de combattre l'entrisme de l'islamisme radical et l'interdiction de l'islam en fait. Dans les mesures qui sont égrenées et dont on discute, je ne vois pas en quoi le fait d'interdire dans des familles aux enfants de pratiquer le ramadan, à des mères de famille qui accompagnent des sorties scolaires, de porter leur foulée, je ne vois pas en quoi, là, on parle d'atteinte à la République, et effectivement, on a le sentiment qu'il y a une confusion, une volonté d'interdire à une partie de nos concitoyens, on parle encore une fois de gens qui sont français, en fait, et qui, selon les principes de laïcité, peuvent pratiquer la religion qu'ils entendent, comme ils l'entendent, dès lors que ça ne se fait pas, effectivement, dans le domaine public. Et encore une fois, les prescriptions alimentaires, on ne va pas interdire aux jeunes cathos mineurs d'aller à la messe le dimanche ou de manger du poisson le vendredi. Donc là, je trouve qu'il y a une confusion totale. Et pardon, mais
il me semble, une forme d'instrumentalisation politique du sujet, où je crains que les sénateurs en question, en fait, aient fait de cette question identitaire et musulmane, en fait, un enjeu de politique, loin derrière la volonté de régler pour de vrai sur le fond le problème. Encore une fois, je ne vois pas en quoi le fait d'interdire à des femmes qui portent le foulard d'accompagner une sortie scolaire, ça va améliorer le vivre ensemble dans le pays, et surtout, ça va permettre de combattre l'islamisme radical. Vraiment, je ne vois pas... On est loin du ballon, là, quand même. On est loin du ballon. Tout ça, en fait... Et je pense qu'il y a une droitisation, une instrumentalisation de ces sujets et une droitisation de la classe politique dans son approche qui ne fait pas écho, fondamentalement, à la façon dont la société civile, en fait, observe ces sujets-là. Dans les enquêtes d'opinion, la société civile, elle est plutôt tranquille et faite de tempérance. Elle est évidemment inquiétée par les progressions d'une forme d'islam particulier, mais sur le vivre ensemble, ça fait partie des sujets qu'on devrait confier, là encore, je trouve, à une convention citoyenne. On devrait dire à 150 Français, réunissez-vous, réfléchissez, auditionnez, posez les bases de ce que vous jugez, vous, citoyens, socialement, politiquement acceptable. Et je suis sûr qu'il y aurait un hiatus, un delta, un écart avec la façon dont la société politique... Moi, je suis radicalement en désaccord avec ça. Il n'y a pas de droitisation du tout. Il y a un problème majeur qui n'est pas un problème de droite et de gauche, qui est un problème de laïcité. Qu'on fasse le jeûne, qu'on observe le rite de sa religion, évidemment le ramadan, tout ça, ça ne regarde que ceux qui le font et les religions. Que les sénateurs non, mais oui, d'accord, mais ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas une question de droitisation. Le problème de l'entrisme musulman, c'est ce que la gauche d'ailleurs ne veut pas comprendre. Une partie de la gauche. Pas toute la gauche. C'est ce que une partie de la gauche nous envoie dans le mur à cause de ça, parce qu'elle est complètement dans le déni et dans l'aveuglement total, pour des raisons... D'ailleurs, elle n'est pas aveugle du tout. Elle le fait sciemment. C'est cynique, c'est odieux, mais absolument odieux. Tout comme le procès qui est fait, le procès au sens littéral du terme, qui est fait à l'Institut de l'IFOP. Mais c'est odieux, odieux. Il n'y a pas de droitisation, il y a une force militante qui cherche vraiment à polluer le débat en France et surtout à s'en prendre à la laïcité. C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Le problème, c'est que c'est perdu, ce combat. Et malheureusement, aucun combat n'est jamais perdu, mais c'est malheureusement, on s'y prend très tard. Peut-être deux choses. Lorsqu'elle était aux affaires, en tout cas au cours des 20 dernières années, je ne vois pas que la gauche ait été précisément dans le manquement par rapport à ces sujets-là. Je parle d'une certaine partie de la gauche. D'accord, c'est pas une question de gauchisation, c'est pas une question de droitisation. Si, sur ce deuxième point. Sur ce deuxième point, arrêtez d'instrumentaliser. Mais vous êtes les complices d'une opération d'entrisme qui est terrible. Non, pardon, Yves. Le fait que cette question, encore une fois, de l'islam occupe une place tellement centrale dans le débat public. Il y a un décalage entre la place qu'on donne à ce sujet dans le débat public et la place que cette problématique a dans la société française, il me semble. Et deuxième dimension, il vous semble mal. Deuxième dimension qui me semble traduire la droitisation de l'approche sur ce sujet, la confusion, encore une fois, entre question migratoire, question identitaire, question sécuritaire. Et là, encore une fois, de façon très révélatrice, la façon dont ce rapport sénatorial mélange, encore une fois, la lutte légitime contre l'islamisme radical et la pratique quotidienne, tranquille, apaisée de l'islam pour nos concitoyens musulmans. Encore une fois, des gamins qui pratiquent le ramadan chez eux. Vous pouvez, mais d'accord, mais ne vous fixez pas que là-dessus. Vous savez très bien qu'il n'y a pas que ça. C'est de ça qu'on parle. Et c'est ça, me semble-t-il, la droitisation, en fait, dont je parlais. Arrêtez avec cette droitisation, mais vous êtes ridicule. Mais ne le prenez pas. Ridicule. Ne le prenez pas. On va passer au dernier thème. Attendez, mais c'est incroyable que la gauche, aujourd'hui, soit les complices d'un entrisme religieux, alors que c'est elle qui a rempli un combat essentiel il y a un siècle, qui aujourd'hui se fait le mais c'est gravissime. Non, c'est gravissime. Vous êtes mal réveillé, chéri. Allez, on va passer... je vous en prie. Au dernier thème, c'est vous qui êtes dans le déni le plus total. Vous mettre d'accord. Je me navre de ce rapport parlementaire. La présidentielle, dans 18 mois, les ambitions sont déjà plurielles à gauche comme à droite. Comment les deux camps vont départager leurs candidats? Une primaire est-elle inéluctable? On va voir ce qu'en pense Raphaël Glucksmann ainsi que Agnès Evren pour Les Républicains.
j'ai été très clair. Je peux le répéter 1 million de fois. Il n'y aura jamais d'accord avec la France Insoumise ou avec Jean-Luc Mélenchon. Non mais je vais vous le dire. Je vois bien ce qu'il y a derrière votre question. C'est si jamais il est face à l'extrême droite. Voilà, mais vous avez devancé l'action. Voilà, non mais donc je peux vous devancer. Je voterai contre l'extrême droite quoi qu'il arrive. Mais maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Il ne sera pas face à l'extrême droite au 2e tour. Je vais vous le dire. Déjà parce que de toute façon, s'il est face à l'extrême droite au 2e tour, peu importe mon vote, il perdra. C'est ce que vous aussi aujourd'hui vous perdez, mais c'est ce que disent les sondages aussi. Pas dans les mêmes proportions. Il perd davantage que vous. Oui. Écoutez, oui, je suis pour une primaire parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un immense paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, la France penche à droite. On le voit dans toutes les enquêtes et dans tous les sondages, sauf que avec la multiplication des candidatures à droite, on risque tout simplement d'être absent du second tour. Alors, moi, je ne me résous pas à l'idée d'un second tour entre LFI et le RN. Mais une primaire quoi? Une primaire pour choisir le candidat des Républicains ou une primaire pour choisir le candidat de tout le bloc central et de la droite? Eh bien, c'est tout le sujet. On va voir. Bien, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est tout le sujet, en fait, du périmètre. C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est le périmètre, et les militants vont d'ailleurs trancher. Est-ce qu'aussi bien à droite comme à gauche, on pourra se passer d'une primaire pour la présidentielle? Alors, on peut totalement s'en passer, à condition d'accepter l'idée de perdre. Parce que, pour de vrai, ce qu'on observe quand même, c'est que, à due proportion de la défiance vis-à-vis de nos représentants politiques qui augmente, voire qui explose, il y a une explosion du nombre de prétendants à la fonction suprême. C'est-à-dire que manifestement, le discrédit qui frappe la classe politique ne dissuade aucune vocation. Et donc c'est vrai que si on les aligne tous, à gauche comme à droite, il y a plusieurs dizaines de candidats potentiels. Donc ils peuvent tous y aller en ordre dispersé, ce sera formidable. Ça ne fera que conforter la dynamique que je rappelais tout à l'heure et qu'on observe sondage après sondage, qui est que l'extrême droite caracole en tête. Et donc évidemment, une droite divisée ou une gauche divisée, ça fait une prime. C'est du vent dans le dos pour l'extrême droite qui est loin devant toutes les forces politiques. Ensuite, évidemment, il y a des choses à clarifier sur le périmètre de ces primaires. Ce qu'on observe à gauche, c'est une désunion de la gauche de plus en plus manifeste. C'est-à-dire que LFI est cornérisé et tous les autres en face ne savent pas trop comment faire. Mais l'union de la gauche devient pour le coup une forme d'utopie, là où l'union de la droite et l'union même des droites est de l'autre côté quelque chose qui est aujourd'hui sur la table, ou en tout cas potentiellement envisageable. Et j'en veux pour preuve effectivement l'embarras d'Agnès Evren autour de la question de la primaire et de son périmètre. La question est de savoir jusqu'où on va. Et j'entendais Laurent Wauquiez, donc le président de son groupe parlementaire, lui évoquer l'hypothèse d'une primaire qui va non pas du centre à la droite ou interne à la droite ou machin, mais qui va du centre jusqu'à l'extrême droite. Et pas n'importe quelle extrême droite, c'est pas le RN en réalité. C'est l'héritière du parti Reconquête qui, en tout cas à la dernière présidentielle derrière Éric Zemmour, incarnait non pas l'extrême droite dédiabolisée, mais l'extrême droite rediabolisée ou radicalisée ou en tout cas multicondamnée par la justice de ce pays. Donc c'est pas rien. Si Laurent Wauquiez considère qu'en termes de valeurs, en termes de programme, il peut avoir des convergences ou des choses en commun avec le parti Reconquête, tout le monde perd sa boussole. En tout cas, on est loin de la droite chiracienne. Il n'y a qu'une place, de toute manière. Il n'y a qu'une place face au Rassemblement national. Donc, il faut qu'ils voient les uns et les autres comment ils s'organisent. Est-ce que les sociodémocrates vont avec l'extrême gauche? Ça paraît mal parti. Ça paraît assez mal parti. Donc, de toute manière, s'ils ne font pas l'union avec l'extrême gauche, c'est sûr qu'il y aura pas il y aura difficilement, ils perdront beaucoup en force. Mais pareil à droite. Alors la droite, ça ne veut rien dire de faire de Sarah Knafo ou alors... Gérald Darmanin ça ne veut pas dire grand-chose, parce que Sarah Knafo à Gérald Darmanin, est-ce que... Il y a une unité? Il n'y a aucune unité. Le problème de la machine électorale d'une primaire, c'est que c'est une machine à radicalisation. C'est celui qui est le plus à gauche et c'est celui qui est le plus à droite qui gagne. C'est une horreur. On verra ce qui se passe, on va terminer sur ces mots. Merci Mathieu, merci. On va finir avec l'histoire du jour et c'est un ouf de soulagement pour le Roquefort. Parce qu'il n'y a pas que des enjeux politiques dans le budget, il y a aussi des enjeux pour les territoires et les produits régionaux. Députés et sénateurs ont voté pour exempter les fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée du Nutri-Score. Il y avait donc un enjeu pour le Roquefort, mais aussi pour le Laguiole, classé en catégorie D et E en raison de leur teneur naturelle en sel et en matière grasse. Les parlementaires de l'Aveyron ont bataillé pour que le Nutri-Score ne dévalorise pas ce que la France fait de meilleur, c'est ce qu'ils disent. Alors la première bataille est remportée, maintenant il faut qu'il y ait un budget de la sécurité sociale qui soit adopté pour que ça entre en vigueur. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain.